On voit le parcours donc de l'Américain et de l'Italien avec notamment Garrick Maynard qui a battu Richard Cruz, le Britannique, en 8e de finale, le numéro 2 mondial, et Giorgio Avola qui a éliminé donc le champion olympique en titre. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale et pour rejoindre donc Alessio Focconi. On m'en voulait pas, je risque d'avoir un petit plus d'encouragement côté américain. J'aimerais bien qu'il puisse aller en finale. Une escrime que j'aime, enfin que j'apprécie, que j'aime voir un peu plus dynamique, plus champagne, on va dire. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, hein, avec l'école italienne, l'école française. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'école américaine? Ah ouais, complètement. Très réalistes les Américains sur la piste. Et ils savent tout faire. Ils savent très bien attaquer, hyper bien contrer. Ils ont tous les coups en fait. Donc c'est compliqué. Et surtout physiquement hyper bien préparés. On sent qu'ils font énormément d'escrime. Et on sent aussi que en fait ils ont l'habitude dans toute la saison de faire des training camps. Ils s'entraînent dans les pays aussi dans lesquels ils font les compétitions, et du coup c'est une vraie force parce que ça leur permet aussi de toujours tirer contre des adversaires un peu différents et de pouvoir derrière s'adapter facilement. Donc nous à l'INSEP on essaye aussi d'ouvrir un petit peu l'INSEP et de ne pas rester trop entre Français et pouvoir de temps en temps accueillir des nations étrangères parce que voilà, on en a besoin de varier l'adversité, les styles, pour pouvoir derrière en Coupe du Monde s'adapter plus facilement. Les États-Unis qui ont terminé 3e des derniers Jeux Olympiques. Allez, c'est bien là, Garrick Maynard, vous allez voir, prise de fer, vous la voyez, il attaque et il finit en surface valable au niveau de la poitrine. Avola, lui, ne fait qu'une contre-attaque, il allume sa lampe, mais il n'a pas la priorité. Allez, ça touche l'attaque de Maynard. Très bien exécuté. On a vu la fin de l'action, mais ça a touché. Vous voyez un peu dans le style, hein, Maynard, il a toujours besoin de plus de mouvement. Donc il va reculer, faire des petites retraites pour ensuite pouvoir avancer et se donner un petit peu d'élan. Avola, c'est le style un peu plus aussi sur les jambes, un peu comme Focconi tout à l'heure, peu de déplacement. Et donc là, c'est l'attaque de Maynard. On l'a vu, il a commencé son déplacement vers l'avant, il s'est jamais arrêté, il a porté une touche dans le dos de son adversaire en utilisant la flexibilité de sa lame. Il a fait ce qu'on appelle un coup lancé. Et Avola porte réclamation, ou du moins il demande la vidéo, mais selon vous, il n'obtiendra pas gain de cause. Voilà, ça a été confirmé par l'arbitre. Chaque tireur a le droit à 2 jokers vidéo. Tant qu'il a raison, quand il demande la vidéo et que l'arbitre lui donne raison, il conserve ses cartouches, comme on dit. Mais en tout cas, là, voilà, on a grillé une. Et ça peut avoir de l'importance sur une fin de match. Allez, quelques échanges entre les deux. Et même échange de contre-riposte. Ça finit non, voilà, pas de touche. Ah voilà, qui est retourné un peu plus au fond, prendre un conseil de son coach. L'attaque de l'Américain est mal parée et ça finit en surface non volable, je pense, à la cuisse. Ah voilà, qui s'en veut là au pré-aller. Il a déclenché une action en milieu de piste un peu naïve. Il a failli se faire sanctionner. La riposte de l'Américain est non volable, heureusement. Maynard, c'est un fleurettiste qui a 28 ans et qui avait déjà brillé en France, alors pas sur le challenge international, mais sur les championnats du monde qui avaient été organisés en 2010, où il avait pris notamment une
3e place à Paris. Alors on va préciser même où c'était parce que ce lieu, C'était au Grand Palais. Ce lieu a de l'importance dans les années à venir, puisque le Grand Palais en 2010 avait accueilli l'escrime et ça s'était tellement bien passé, c'était tellement incroyable et spectaculaire comme lieu pour accueillir un sport de combat comme celui-ci que, et ben, du coup, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, évidemment le Grand Palais est l'une des infrastructures retenues pour l'escrime et pour le taekwondo. Donc on aura le plaisir d'assister à ces 2 sports de combat avec à peu près 8-9 000 personnes dans des tribunes aménagées sous la nef du Grand Palais. Toujours des lieux assez spectaculaires. Il y avait des championnats du monde qui avaient été organisés à Nîmes en 2001 dans les arènes. Ah ouais, ça, j'y étais, je m'en souviens, c'était incroyable. Et il y avait bien 5000 personnes, c'était une ambiance de folie. Allez, Meinhardt qui mène 4 touches à 3 face à Giorgio Avola. Magnifique, là, la vitesse de main de Meinhardt en fait sur l'attaque d'Avola. On voit une parade, regardez, circulaire de Meinhardt et la riposte en coup lancé à l'épaule. Ça va très vite. Il a retenté là mais ça touche pas. Meinhardt, il n'a pas allumé de lampe et Avola, vous allez voir, Meinhardt va la retenter mais ça touche pas et Avola finit et marque le point. Ouais, belle action lancée là de Giorgio Avola. Il a bondi vraiment. C'était bien masqué en flèche et vous avez vu la pointe se déposer sur l'épaule droite de l'Américain. Alors pour parler peut-être un peu de la pointe, en fait c'est une tête de pointe qui est montée sur un ressort et il faut du coup appuyer sur cette tête de pointe et déclencher 500 grammes minimum de pression pour que la touche puisse s'allumer. Et ça aussi, c'est la particularité de certains escrimeurs, c'est de venir coller l'adversaire. Et c'est pour ça que parfois on les retrouve dans un exercice peu académique, mais voilà, l'essentiel dans ces situations, c'est de toucher. Disons que le corps à corps, un peu comme en boxe, hein, si l'un des tireurs effectue une attaque et qu'il est paré, parfois le meilleur moyen d'éviter la riposte, c'est de venir se coller à son adversaire. Donc il y a une tolérance, on peut venir se coller, on ne peut pas venir bousculer son adversaire, mais si on reste proche, c'est autorisé et du coup c'est quand même plus difficile pour l'adversaire de venir riposter. Donc voilà, le corps à corps, on en joue un peu. Souvent c'est lorsqu'on a peut-être un petit gabarit face à un plus grand. On a vu du côté de Coubertin, si vous y étiez ce matin en début d'après-midi, Erwan Le Péchou par exemple affronter des gabarits beaucoup plus grands que lui et de venir pas mal se coller. Notamment Miles Chamley-Watson qui a été champion du monde il y a quelques années, qui est très grand, il doit faire 1m95 et du coup les grands gabarits au corps à corps sont forcément moins à l'aise que les petits gabarits, donc voilà, effectivement Erwan sur un tireur comme ça, il sait que quand il est en difficulté ou qu'il a été paré, il faut qu'il tout de suite il colle son adversaire sans se mettre en faute. Donc il n'y a pas d'avantage particulier, je dirais, à être grand ou être petit au fleuret. Chaque gabarit doit savoir utiliser ses points forts et les points faibles de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve finalement tous les types de gabarits. Pareil, à un moment où on parlait beaucoup des gauchers, bon bah là voilà, on voit qu'il y a 2 droitiers. J'allais vous poser la question. Tout le monde a ses chances. Enfin à ce niveau-là, en fait, il n'y a plus de. Finalement, le gaucher, c'est plutôt dans les petites catégories quand on est jeune que les gauchers ressortent plus. Parce qu'un gaucher, il a l'habitude de rencontrer des droitiers. Et puis un droitier, il a l'habitude de rencontrer des droitiers et rarement des gauchers. Donc au début, c'est toujours difficile quand on est jeune. Et puis là, à haut niveau, maintenant, on sait tous comment tirer ce type d'adversaire. Et lorsqu'on tire quelqu'un sur sa même main, ça pose problème? Du coup, droitier ou gaucher? Pour un droitier, je dirais que non, parce que c'est vraiment la plupart des matchs. Mais gaucher, c'est un peu plus rare.
Mais c'est juste la distance qui change. Alors là, c'est un peu technique, mais en fait, quand vous mettez un droitier contre un gaucher, en fait, les deux armes se retrouvent du même côté. Ça rapproche la distance. Donc, mécaniquement, les deux tireurs sont un tout petit peu plus proches. Donc, ça demande un peu plus de rigueur pour pas se lancer trop vite des jambes, pour pouvoir ensuite ajuster la pointe. Parce que si on se lance trop vite, on se retrouve trop proche. Et là, on n'a plus le temps d'ajuster la pointe. Le fleuret, il est relativement long, plus la longueur du bras. Il faut réussir à recoller la touche. Ouais, Maynard toujours en recherche de mobilité, toujours des petits pas vers l'arrière pour ensuite retourner vers l'avant et se donner du rythme comme ça. Dommage, ça allume pas. Il y a eu un non valable avant de l'Italien. Avola. Une deuxième demi-finale très très serrée, hein, comme lors de la précédente, avec deux garçons qui s'observent. Et pour l'instant, un duel qui tourne à l'avantage de Giorgio Avola. Allez, il faut absolument que Guérec là, remonte, même pour derrière pour la finale, pour qu'il y ait un peu plus de l'ambiance à Coubertin, que le public prenne parti un peu. C'est pas un attaquant, hein, l'Italien Giorgio Avola. Il est vraiment là aussi. Et là, de temps en temps, il en fait une. Alors, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez voir, j'espère qu'on va la revoir en ralenti. Une très belle parade de Maynard. Et vous allez voir la créativité, puisque là, il passe son fleuret derrière parce qu'il sait que Avola n'a plus le choix. Il est en déséquilibre vers l'avant. Et le meilleur moyen de le toucher, c'est de faire ça. Une très belle touche. À la sensation, c'est magnifique. Et puis ce qui est incroyable, c'est la réactivité, parce que c'est tellement intense physiquement, nerveusement, n'en parlons pas. Il faut être extrêmement lucide. On est dans une demi-finale au CIP, qui est le plus gros événement de fleuret à travers le monde. Et il arrive quand même à rester encore lucide, l'Américain. Et là, un petit peu moins, en tout cas sur cette action, il est reparti très vite. Alors que la différence de tout à l'heure, c'est qu'il a effectué sa parade et il a pris le temps de mettre sa riposte. Il était bien posé. Là, il se fait inspirer un peu par le combat. Et par aussi son naturel. Hein. Maynard, c'est un naturel attaquant. Alors là, Maynard va demander la vidéo. L'Américain estime que c'est lui qui tape le fer 2 fois. Pas évident à juger. On pourrait penser, oui, que les 2 fois, c'est Maynard qui tape le fer. Avola, vous le voit pas de la même manière. Et alors ce que Giorgio Avola, on le voit très souvent tendre son fleuret, c'est en guise de provocation? Ouais, je pense que lui, il est assez à l'aise avec le bras tendu. Ça lui permet d'aller justement, c'est sur cette action-là, d'aller retaper le fer de l'adversaire et reprendre la priorité. Allez, Maynard là qui fait parler pas que sa taille mais sa rapidité aussi. Vous allez voir sur les petites marches de l'Italien, il va allonger son bras et d'un seul coup reculer très vite et contrer avec une parade l'action finale de l'Italien. 10-10. Maynard qui est bien revenu dans cette deuxième manche. Et Giorgio Avola qui va récupérer cette touche. 11-10 en faveur de l'Italien. Il contre bien Avola, donc Maynard est bien surpris là. Toujours, hein, il amène ses attaques par des petites retraites, ça lui donne du rythme. Et elle est directe à la poitrine. Allez, la prochaine. Ça risque d'être un sacré duel, j'allais dire, tactique entre Focconi et Maynard si l'Américain se hisse en finale. Parce que Focconi, dans la lecture de son jeu, il va falloir se lever tôt.
Bah, c'est un peu comme Avola là, c'est le même style qu'Avola mais encore plus efficace. Donc ça va être compliqué. Là on voit Meinhardt qui rate. En tout cas c'est Avola qui fait rater Meinhardt en se tournant. Il perturbe un peu la précision de l'Américain. Et vous me parliez tout à l'heure qu'Erwan Lepechou a eu du mal à trouver des solutions et était complètement bloqué face à Fauconi. La Meinhardt arrive à trouver des solutions, mais attention parce que Giorgio Avola est devant au score 12-11. Ouais, il reste à peu près 4 secondes, ils vont s'arrêter là et prendre 1 minute du coup de pause avant d'aborder la 3e manche. Et là c'est comme deux boxeurs hein, qui rentrent dans leur coin. Le coach qui donne des indications, des explications. Ouais, parce qu'on sent que Meinhardt est un peu gêné par la défensive d'Avola. Il ne peut pas bien développer ses attaques comme il veut. Je pense que ça doit être assez frustrant pour Meinhardt. En tout cas, là, le coach américain Macialas lui dit que la cible à l'épaule, elle est bonne. Il faut qu'il continue. Coubertin rempli pour cette finale, donc ce premier jour de compétition, ou du moins ces premières phases finales disputées ce samedi. Hier, il y a eu le tournoi qualificatif, on en a récupéré 64. Et je vous rappelle donc, si vous nous rejoignez à peine, que 26 Français étaient engagés dans cette compétition. 10 se sont qualifiés pour le dernier tableau. Il en restait un tout à l'heure en quart de finale qui a été éliminé. C'est Erwan Lepechou face à Alessio Fauconi. Allez, reprise. Dernière manche. Il faut aller en 15. Alors Meinhardt, comment doit-il se comporter? Prendre des risques maintenant? Pas se précipiter, il faut qu'il crée cette mobilité avant-arrière, qu'il essaye de mettre en mouvement Avola, parce que si Avola se met en mouvement, il va commettre des erreurs, et là Meinhardt pourra en profiter. Voilà, très bien, l'attaque qui touche. Il est obligé, Meinhardt, de passer par cette phase d'avant-arrière, et ça va perturber Avola. Fin de match, là, on revoit les meilleurs moments de Meinhardt. Comment tout, Allez, attention à la riposte là. Magnifique contre-riposte. Magnifique contre-riposte. On va voir. On va voir s'il est sorti de piste, Meinhardt. La même que tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il dépasse. Non, c'est bon, voilà. C'est superbe. En appui, un peu en semi-fente. Il arrive quand même à avoir la lucidité. Ouais, c'est ça. Faut garder au moins un pied dans cette surface, sur cette piste. Magnifique en défense là encore. Hein. Allez, Meinhardt qui va peut-être prendre l'ascendant psychologique là sur Avola, 13-12. Ouais, bien Meinhardt. Dès qu'il crée du mouvement, et ben Avola, ça l'oblige aussi à rattraper des jambes. Et là, Meinhardt saisit bien l'avancée d'Avola, qui est un peu bras court. Il arrive à allonger son bras et se sauver pour allumer seul. À une touche de la finale, Brice. Une touche de la finale pour Garrick Meinhardt, l'Américain. 15e au rang mondial. Lui qui a battu Richard Cruz lors du tour précédent, en 8e de finale, le numéro 2 mondial. Et qui a éliminé par la suite son compatriote Alexander Macialas, 15-14, dans un match âprement disputé. 15e au rang mondial, ça peut paraître loin, mais en fait, après cette Coupe du Monde, avec les points qu'il marque, il va peut-être rentrer dans les 10 très vite. En fait, ça se joue à peu de points là, dans la zone entre le 6e et le 16e mondial, et ça bouge très vite entre chaque compétition. Donc voilà, Meinhardt qui va, je pense, réintégrer un rang qui est plus du sien. Là, il était un peu loin, Meinhardt, il a déclenché une attaque de trop loin. Il n'a pas surpris du coup Avola. Belle parade là, en carte d'Avola, et riposte direct, bien amené par l'Italien. Ah, j'ai peur que ça finisse à 14 partout. Nicolas, je sens que ça va finir à 14 partout.
Et là, voilà, qui prend vraiment son temps. Maynard toujours en train d'essayer de chercher de la mobilité. Bien stoppé ça. Gareth Maynard qui va donc se qualifier pour la finale et qui va affronter Alessio Focconi, le numéro 1 mondial. Quel parcours de l'Américain et une très belle deuxième demi-finale. Ah voilà, malheureusement, eh bien but encore pour venir se hisser en finale de ce challenge international. Mais il aura réalisé lui aussi un très très beau parcours, Giorgio Avola. Applaudissements pour cette qualification pour la finale du challenge international de Paris à Gareth Maynard. Allez. Et on va revoir les meilleurs moments de ce match que vous venez de suivre en notre compagnie entre Gareth Maynard et Giorgio Avola. Un duel américano-italien entre le 15e et le 13e mondial. Et donc cette magnifique touche que l'on revoit les plus beaux moments au ralenti. Et comme vous nous l'expliquiez précisément et très justement, Brice, un style bien très intéressant, un style presque d'esthète pour l'Américain qui est bon, on a l'impression, dans tous les domaines. Ouais, complètement. Il a il a des super attaques. Il a aussi de très bonnes parades. La main tourne très vite. Il est capable de riposter à peu près sur toutes les cibles, même les cibles qui sont masquées dans le dos. Voilà, c'est un tireur qui met du rythme, du mouvement. J'ai peur contre Focconi qui bloque le jeu. Ça va pas dans le bon sens pour Maynard, mais bon, là il a l'occasion de gagner cette Coupe du Monde ici à Paris. Il va falloir trouver des solutions. Focconi, le vainqueur sortant. Alexander Massialas avait remporté l'édition de 2017. Race Imboden, qui a été éliminé un petit peu plus tôt, a remporté à 2 reprises le tournoi. Et Alessio Focconi donc pourrait faire la passe de 2 et remporter une deuxième année consécutive cette deuxième manche de Coupe du Monde.